Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tannerie royale de Lectoure. La tannerie royale est un édifice typique de l'architecture industrielle du XVIIIe siècle, situé à Lectoure, dans le Gers. Cette entreprise fut en activité pendant près d'un siècle, laissant un ensemble architectural d'un grand intérêt. La tannerie royale était édifiée rue Claude Hidron, un ancien consulte de la cité, qui a donné son nom au quartier d'Idronne. Le nom d'Idronne est écrit de plusieurs façons orthographiques. Reste appliqué au lieu après que la tannerie eut cessé son activité. Au pied des remparts de la ville, notamment d'une demi-lune qui défendait l'angle sud de l'enceinte médiévale, se trouve le lieu nommé Saint-Clair, où une source abondante pouvait fournir de l'eau nécessaire au travail de la tannerie, jointe à celle de la fontaine Diane, voisine, jusqu'au-delà du début du XXe siècle. Nombreuses étaient les personnes qui allaient chercher cette eau pour leur consommation, persuadées de ses vertus réelles, ou supposées, alors que celle de la fontaine Diane voisine était depuis longtemps déclarée non potable. La construction et les terrains de la tannerie sont situés sur un ancien bastion triangulaire qui se raccordait au mur de la demi-lune, à l'angle sud-est de la ville. Les frères Duclos en font l'état dans leur demande de protection royale, en faisant valoir que ces remparts n'ont plus d'utilité dans les fortifications. Il était percé d'une porte au niveau de la rue actuelle. Ces deux remparts formant un angle droit sont très visibles sur le plan ancien et restent perceptibles sur les vues aériennes. La construction et l'organisation générale de la tannerie tiraient parti de la forte déclivité du terrain. En venant de la ville au nord, le piéton accédait à la deuxième cour triangulaire par un escalier à double révolution, tandis que l'entrée officielle, permettant l'accès des voitures, tant que carrosses que s'arrêtent et des cavaliers marqués par un arc en triomphe, de triomphe plutôt, se trouve tout en bas, au sud. Une longue allée passant entre les bâtiments industriels qui aujourd'hui disparus. Logement des ouvriers et du directeur, mené à la première cour, et du bâtiment principal. Les divers magasins et les bacs de fabrication à la française et à l'anglaise se trouvaient dans la partie ouest. La tannerie est construite en 1752 sur les plans de l'architecte Pierre Racine, à la demande des frères Duclos, de riches négociants originaires de Toulouse. De petites tanneries existaient déjà dans ce quartier, du nom de la fontaine, dite aussi fontaine Diane, qui alimentait en eau. Elle se trouve le long d'une étroite ruelle, Carlo, en pente, qui a conservé le nom de Carlo Merdiou, justifié par l'odeur générée par ses activités. La plus importante de ces tanneries appartenait à la famille Perret, parvient par l'héritage entre les mains des frères Duclos, qui rachètent les ateliers voisins et envisagent la construction d'une véritable usine. Le nouvel établissement affiche de grandes ambitions. Les avantages sont nombreux: l'élevage local fournit les pots, la forêt voisine du ramier, les écosses pour fabriquer le thym, les sources de Saint-Clair et la fontaine de Diane, l'eau en abondance. La tannerie possède en outre un moulin sur l'Ozers, avec deux meules pour broyer le thym. De plus, les guerres en cours, notamment la guerre de 7 ans, assuraient des débouchés militaires pour les productions, notamment le cuir pour les souliers des soldats et les harcèlements pour les cavaliers.
Près de 200 ouvriers travaillent à la construction lorsque l'évêque de Lectoure, Monseigneur de Narbonne-Pelé, vient solennellement bénir la première pierre, le 30 janvier 1752. La tannerie est achevée l'année suivante, avec le soutien de l'intendant de Gascogne d'Étrény. Le 22 avril 1754, le roi délivre les lettres pendantes qui font une tannerie royale, avec tous les privilèges attachés à ce titre. L'exception de droit et les taxes sur les marchandises produites. L'exemption des milices pour les dirigeants et ouvriers. L'exemption de logement des militaires, etc. Avec une centaine d'ouvriers, l'établissement fonctionne à plein rendement, dans ce quelques difficultés. La plupart des ouvriers sont hautement qualifiés et viennent de l'extérieur, parfois de très loin. Ils s'opposent fréquemment à la population locale. Joseph Duclos, directeur, tandis que son frère Jean est à Valence, en Espagne, doit faire face à des difficultés qui sont essentiellement dues à la maison de commerce toulousaine. En 1758, leurs associés parisiens font faillite. En 1770, la direction est assurée par un négociant de Lectoure, Druillet, qui a commencé par en être régisseur, qui est associé ensuite avec ses cousins. Dribaud, cependant que les frères Duclos s'opposent entre eux sur la propriété de la tannerie. L'épisodie de 1774 provoque des difficultés dans l'approvisionnement de peau, réduit à une soixantaine d'ouvriers. La tannerie traverse cependant la Révolution sans trop de difficultés. Les frères Duclos, disparus, leur héritier Pierre Hydrelon veut se débarrasser de cette entreprise qu'il ne connaît pas. Son fils François vend la tannerie à Druillet et Dirabeau pour 46 000 francs. Sous la monarchie de Juillet, la tannerie passe entre les mains de Goudron, fils du maire de Lectoure. Elle justice de plus en plus difficilement face à une concurrence industrielle croissante. L'activité cesse vers le milieu du XIXe siècle. Le bâtiment connaît ensuite des fortunes diverses. Il abrite une distillerie, entre deux guerres, une salle de cinéma. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est transformée en maison de retraite. C'est aujourd'hui une propriété privée. Les plans de Pierre Racine témoignent d'un souci d'une organisation rationnelle. Quelle est sa part à l'esthétique? La réalisation qui a suivi n'a pas atteint tous les objectifs escomptés. Par exemple, il y a eu moins de bassins que indique le plan, mais reste exemplaire d'une architecture pré-industrielle, au siècle des Lumières. On arrive à la tannerie par la route royale, à demi-pente, entre la plaine du Gers et l'entrée de la ville. On franchit un portail en forme d'arc de triomphe et un arc en segment de cercle, surmonté d'un fronton triangulaire, au centre duquel un escusson portait les armes royales, et la date 1754, martelée à la Révolution. Au-dessus, une cartouche portait l'inscription Manufacture royale, aujourd'hui disparue. Une longue allée menait au bâtiment principal, élevé sur une terrasse. Le bâtiment principal occupe la partie haute, au nord de la passerelle. C'est un long rectangle, traversé par un passage central, voûté, surmonté d'un fronton circulaire, portant une horloge aujourd'hui qui a disparu, qui rythmait les heures de travail. L'horloge était elle-même surmontée de trois petits clochers, sur un support ferronné, orné de silhouettes en métal, découpées, représentant la Vierge, entourée de deux anges. Ce nom de la trompe. Le bâtiment est un étage et est recouvert d'un toit en bâtière,
se joint à ce bâtiment un retour côté est vers le sud, où se trouvent les logements, du côté de la petite cour au nord. Chaque extrémité du bâtiment s'élevait un petit pavillon avec 3 à 4 pentes et lucarnes, dont la façade de la cour est converse. Ces pavillons permettant d'occuper l'angle aigu formant par la façade principale et les murs de la cour. Venant de la ville, on entre dans la petite cour par une porte monumentale, suivie d'un escalier à double révolution. La cour, comme le bâtiment et la partie haute de la passerelle, est délimitée à l'ouest par un vestige de rempart oblique, se poursuivant ensuite à l'angle droit, et qui devait être rejoint par le mur de la demi-lune, ne laisse pour passage qu'une porte sur la route actuelle, porte disparue aujourd'hui, dont les montants sont visibles sur les plans de Pierre Racine, au revers du front de la porte d'entrée. À gauche de l'escalier, un guichet est plutôt surmonté à la date de 1754. Et l'inscription est gravée de la pierre, joignant aux visiteurs de s'adresser aux gardiens. Dans la loge se trouvait là, dans la courbe de l'escalier, pendant place une fontaine, dont l'eau est issue de la source Saint-Clair, située un peu plus haut. La tannerie royale de Lectoure est inscrite au monument historique le 22 février 2006, complétée par une inscription le 13 septembre 2018. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.